Bonjour, cinquième vidéo consacrée aux incertitudes de mesure. Nous allons attaquer aujourd'hui un problème très important qui fait la synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, on y reviendra au fur et à mesure, c'est la gestion des biais. Alors, le GOOM ne dit quasiment rien sur la gestion des biais, il dit simplement au début, nous considérerons que les biais, s'ils existent, auront été corrigés. Donc voilà, c'est plus que court, il n'en parle pas, alors que c'est vraiment la pierre angulaire de la métrologie. On va voir que là, on va s'inscrire dans ce qu'on appelle la chaîne métrologique. On va utiliser un étalon. Donc, on va commencer par une phase d'étalonnage. Donc, on va détecter et estimer un biais. Ensuite, on va utiliser ce biais estimé en corrigeant les mesures. Et on verra, in fine, quel est l'impact sur l'incertitude de mesure liée à cette correction de biais. D'accord ? Donc, vraiment un aspect très important. Qui représente, je dirais, voilà, c'est parti. Donc, on va revenir sur notre schéma habituel, d'accord, avec ici le mesurand soumis à mesurage, mais ici, aujourd'hui, le mesurand des connus, c'est un étalon qui vaut 17,000, avec une incertitude de type B 0,0. Donc ça, cette incertitude de type B, ce n'est pas vous qui l'avez évaluée, elle est sur votre certificat d'étalonnage, et tous les étalons ont une incertitude de type B, voilà, sauf la vitesse de la lumière, par décret humain. Voilà, c'est la seule grandeur physique pour laquelle nous avons considéré, le BIPM a considéré que l'incertitude était nulle. On peut en discuter, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça c'est votre valeur étalonnage. Donc, ce que nous ne connaissons pas dans notre modèle de la mesure, c'est le biais. Jusqu'à présent, on avait dit le biais, on considérera qu'il est nul. Ce qui est faux. C'était une approximation, on y reviendra. Le modèle de la mesure, lui, est toujours le même. D'accord ? Il nous restera à estimer l'écart type, mais ça c'est assez trivial. Et il nous faudra venir estimer ce biais. C'est la question, c'est la question qui est posée en phase d'étalonnage. Est-ce qu'il existe un biais ? Quelle valeur pourrait-il avoir ? Voilà. Alors, l'étalon, si je l'affiche, ici, voilà, ce 17.00 plus ou moins 0.01, c'est cette valeur-là, et l'incertitude, c'est à peu de choses près, c'est l'épaisseur du trait. D'accord ? Et donc, nous allons soumettre cet étalon en mesurage, pas dire que l'on mesure un étalon, puisque il est lui-même la règle, on le soumet à mesurage, on le fait passer dans le système de mesure, d'accord ? Et on va obtenir des 50 mesures. Je vais commencer par 50 mesures. Voilà, j'ai 50 mesures. La question est, est-ce que vous pensez qu'il existe un biais ? Alors comment, avant de répondre à cette question-là, ce biais, il va falloir l'estimer via cette mesure. Alors comment fait-on ? Le modèle de la mesure, puisqu'ici à nouveau on va prendre la valeur moyenne des 50 mesures dans un premier temps. Le modèle de la mesure, la variable moyenne, rappelez-vous comment elle se comporte. Ici, on n'est pas dans l'incertitude, en vérité, on est centré sur le mu étalon plus le biais, avec ce résidu qui varie en sigma sur racine de n. Voilà. Lorsqu'on applique l'opérateur espérance à ce modèle de la mesure, eh bien, l'espérance de la valeur moyenne, c'est mu étalon plus b. Tout ça, ce sont des valeurs vraies. Ça, c'est une expression mathématique parfaite. Sur un plan expérimental, ça veut dire cette relation-là que la moyenne de nos 50 mesures, qui est une estimation expérimentale de l'espérance, eh bien, sera une estimation de mu étalon plus le biais. Donc, de cette équation simple, on va en déduire une estimation du biais, donc je vous rappelle, c'est le biais avec un petit chapeau, qui sera la valeur moyenne des mesures moins l'estimation de l'étalon. D'accord ? Donc voilà comment on va pouvoir mesurer le biais. Dont acte, quand il veut. Voilà. Donc nous allons commencer par calculer la moyenne des mesures. Voilà, donc je vérifie, on a bien fait 50 mesures. La moyenne des mesures. On va aller chercher l'écart type qui nous donnera donc la dispersion des mesures. Voilà, donc c'est de l'ordre de 2. Et donc,
la, la, la mesure du biais, c'est cette grandeur-là. Ça sera donc la valeur moyenne moins la valeur, l'estimation ponctuelle de l'étalon. Alors bien, vous aurez noté que j'ai pris des valeurs élémentaires pour voir au premier coup d'œil quel est l'écart entre la valeur moyenne des mesures et puis la valeur de l'étalon. C'est 0,091. Voilà, alors on pourrait dire, ben écoutez, voilà, on a mesuré le biais, on a détecté le biais c'est 0,091. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y aura toujours, même en l'absence de biais, ce qui n'arrive jamais, mais même si le biais était infinitésimal, vous aurez toujours une différence entre la valeur moyenne et la valeur de l'étalon. D'accord? Donc le fait que l'on ait ici une différence non nulle ne signifie pas qu'il existe un biais ou que ce biais, on l'a détecté. D'accord? Pour répondre à cette question, il va falloir passer, on va utiliser la démarche incertitude. Alors l'incertitude type sur nos valeurs moyennes, eh bien c'est l'écart type que divise racine de petit n, le nombre de mesures, ça c'est du type A. Pour mémoire, l'incertitude sur l'écart type, je le fais, mais en vérité, à partir du moment où on fait 50, 100, et ici on va faire ensuite 10 000 mesures, c'est assez secondaire, l'incertitude sur l'écart type, lorsqu'on veut s'en servir pour calculer l'incertitude, pas en maîtrise statistique des processus, c'est encore autre chose. D'accord? Eh bien, c'est égal. Alors, pour mémoire, si on est dans des modèles gaussiens de loi normale, on peut montrer que l'incertitude sur l'écart type, c'est sigma, que divise, non pas racine de n, mais presque, c'est racine, parenthèse, de 2 que multiplie, parenthèse, n-1, pour être précis. Voilà. Bon. C'est n-1. Voilà. Fermez la parenthèse. Voici l'incertitude sur l'estimation de la dispersion des mesures. D'accord? Donc on voit déjà que la dispersion est assez bien estimée avec 50 mesures. Voilà. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est l'incertitude sur l'estimation du biais, obtenue donc par différence. Et donc, ce que nous avons vu, puisque c'est obtenu par différence, eh bien, l'incertitude associée sera la somme quadratique de l'incertitude sur la valeur moyenne et de l'incertitude sur le biais. D'accord? Et là, ce que l'on voit, c'est que l'on va conjuguer dans une même relation une incertitude de type A et une incertitude de type B. Fondamentalement, type A, type B, c'est la même chose. C'est une incertitude. Une fois qu'on les a, on les gère de la même façon. Et de toute façon, notez bien que si moi, de mon côté, je calcule une incertitude avec une méthode de type A, j'écris ça sur un papier, je vous donne ce document-là, ça va devenir pour vous une incertitude de type B. Donc la frontière entre les deux, on l'a vu, elle est assez faible. Voilà. Donc c'est parti, on va calculer, et là c'est un aspect essentiel, on va calculer donc l'incertitude sur l'estimation du biais, c'est racine de cette incertitude-là au carré, plus cette incertitude-là au carré, et voilà ce que l'on obtient. D'accord? Alors, et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quoi ça va nous servir? La première question qui se pose, c'est de savoir si cette grandeur que l'on a mesurée ici est significative. Ça veut dire, est-ce qu'elle représente en réalité, est-ce qu'elle représente quelque chose de la réalité? Alors, si on construit l'intervalle de confiance, maintenant, de ce biais estimé avec cette incertitude de type, c'est-à-dire k égale 1, l'intervalle de confiance à k égale 2, eh bien, ça veut dire que le biais, le vrai biais compris entre l'estimation du biais moins 2 fois l'incertitude de type et égale l'estimation du biais plus 2 fois l'incertitude de type sur l'estimation du biais. Voilà. Alors regardez bien cet intervalle de confiance. Il nous dit que quand l'état, avec ses 50 mesures, le biais que l'on a mesuré, il est compris pour faire court, entre moins 0,5 et plus 0,7. D'accord? Donc vous voyez bien que cette assertion n'a aucun sens en soi.
C'est-à-dire que on a une exactitude, on a une précision qui est catastrophique. Hein. Là, ça veut dire que le biais peut être aussi bien négatif que positif. Donc, ce qui veut dire que... Alors, comment on traduit ça? Hein? Alors, le cas, on peut dire qu'on va se retrouver dans ce cas-là d'indécision. Hein? C'est-à-dire, on ne peut pas décider que l'on a vu un biais lorsque la valeur du biais est supérieure à 2 fois, en valeur absolue, hein, est supérieure à 2 fois l'incertitude de type. D'accord? Alors, lorsque globalement vous sortez une mesure et que vous exprimez en disant c'est 10 plus ou moins 20, c'est-à-dire l'incertitude relative supérieure à 100, ben ça veut dire que vous êtes dans une incertitude totale, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas certain que vous avez vu quelque chose. Voilà. D'accord? Donc à ce niveau-là de mesure, s'il y a un biais, si en termes de cause le biais existe, je n'en vois pas l'effet dans la mesure. D'accord? Alors, comment pallier à cette chose-là? Eh bien, tout simplement, on va faire 10 000 mesures maintenant. Donc c'est parti. Voilà. Alors voyez comment les choses ont changé maintenant. Hein. J'ai une moyenne qui est assez proche de celle qu'on avait auparavant, hein, 17,124. D'accord? L'écart type est mieux estimé, tout simplement. Mais ce qui est notable pour nous, c'est que l'incertitude de type A associée à l'estimation, à la valeur moyenne, en tant qu'estimateur de la moyenne vraie des mesures, cette incertitude de type a chuté à 0,02. D'accord? Tout simplement, théorème central limite, hein, on a divisé ici par racine carrée de 10 000. Donc maintenant, cette différence entre la moyenne des mesures et la valeur de l'étalon, elle vaut 0,124, valeur très proche de ce que l'on avait précédemment, hein, mais l'incertitude associée à cette estimation, elle est égale à 0,022. Et si l'on construit l'intervalle de confiance à k égale 2, cet intervalle de confiance nous dit que la valeur vraie est comprise entre 0,08 et 0,17. Ce qui signifie que le biais n'est pas parfaitement connu, il y aura toujours une incertitude, mais on sait qu'il existe et qu'il se situe dans cet intervalle-là. Hein. Donc pour faire recours, ici, la valeur basse est positive et la valeur haute est positive. Hein. C'est-à-dire que l'intervalle de confiance est dans un domaine qui est exclusivement positif. Ça signe le fait que l'on voit le biais. C'est quelque chose de vraiment important. Hein. C'est ce qu'on appelle la phase de détection. Hein. On peut commencer par faire une estimation, une mesure. Une mesure, elle sera jamais strictement nulle. Vous aurez toujours un biais mesuré non nul. Ensuite, c'est la question qui doit se poser, est-ce que cette mesure correspond à... Est-ce que la mesure que j'obtiens me permet de dire que le biais existe et que je le vois avec une incertitude relative inférieure à 100%, bien entendu. Ça correspond là, donc, à l'aspect détection du biais. Hein, le biais, je vous rappelle, il est construit comme ça. Hein, voilà, c'est la moyenne des mesures moins la valeur étalon. L'incertitude associée, hein, donc c'est la somme quadratique de ces deux termes. Hein, et donc si on développe, c'est sous la racine, c'est sigma carré sur petit n, plus l'incertitude type B de l'étalonnage. D'accord? Bon, voilà. Et donc on pourra considérer que ce biais mesuré sera détecté, c'est-à-dire on considère que l'on a vu le biais, on considère que la cause est présente, il existe un biais, j'envoie l'effet sur la mesure, d'accord? Hein, même si ce n'est pas le vrai biais, j'insiste, on pourra considérer que le biais est détecté si sa valeur est supérieure en valeur absolue, hein, puisque le biais peut être négatif, si la valeur absolue du biais est supérieure à 2 fois son incertitude. Hein, voilà. Donc 2 fois cette grandeur-là. Et donc vous voyez que sur cette grandeur-là, le seul paramètre sur lequel nous ayons prise, c'est le nombre de mesures. La dispersion de l'appareil, on va considérer que c'est une constante. D'accord? L'incertitude associée à votre étalon, hein, comme je vous l'ai dit, c'est du type B, donc c'est ça, elle restera telle qu'elle est. Et donc vous pourrez éventuellement piloter le nombre de mesures pour essayer d'obtenir cette relation-là. D'accord? Voilà. Alors si dans l'absolu il n'y avait pas de biais, eh bien vous ne détecteriez jamais de biais. D'accord? Mais bon, comme on le sait, il existe toujours un biais. Voilà.
Donc c'est le cas ici, hein, c'est le cas ici, on a effectivement un biais détecté. Alors si je recommence la mesure avec 10 000 valeurs, voilà, vous voyez que bah, le biais il est un petit peu fluctuant, hein, mais il est toujours déterminé. Voilà. Alors que si je recommence des séries de 50 mesures, voilà, vous voyez, j'obtiens 0,267 avec là encore un domaine d'incertitude qui à cheval entre le négatif et le positif. Hein, ce que l'on voit surtout, c'est que si on réitère les mesures avec 50 valeurs, eh bien l'estimation du biais est peut-être très fluctuante. Hein. Voilà, l'estimation de mon biais, elle est négative, par exemple. Hein, donc on va revenir sur 10 000 mesures. Alors vous voyez bien la chose, hein, c'est que si je refais 10 000 mesures ici, et ça c'est important, parce qu'il y a des gens qui vont dire je n'y crois pas, c'est que le biais que l'on estime ici à 0,092, d'accord, il est vraiment très petit par rapport à la dispersion des mesures. On pourrait dire, moi le biais je le verrai si la valeur de mon étalon elle est ici. Non, 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 on arrive à avoir un biais qui est vraiment beaucoup plus petit que la dispersion des mesures. Hein, voilà. Moi tiens, je vais en refaire. Je pourrais vous dire qu'à l'œil on le voit, hein, on sent bien qu'on est un petit peu excentré ici. Hein, voilà, bon, après, effectivement, pour conforter ce sentiment, mais attention au biais cognitif, hein, moi je sais qu'il existe un biais, je connais même sa valeur, hein, on peut être trompé là-dessus, mais les statistiques ne mentent pas. Voilà. Ici, j'ai un biais estimé de 0,114 avec une incertitude de 0,022. Et donc, on va maintenant utiliser ce biais pour corriger des mesures. Donc on va passer à la phase correction. Voilà. Donc, donc je vais passer ici en phase de mesurage. Donc mon biais, je l'ai estimé, il est ici. Je connais la dispersion de mes mesures, on ne va pas recommencer. Et donc on va maintenant bien passer, prendre un mesurant dont on ne connaît pas la valeur. Hein, on revient en phase mesure et on va mesurer cet objet 10 000 fois. Juste une remarque, en général, il est bon de respecter le process de mesure conforme au process étalonnage. C'est-à-dire, pour l'étalonnage, on a fait 10 000 mesures, ça n'a de sens que si l'on fait derrière des mesures avec 10 000 valeurs. D'accord ? Alors, on pourrait dire 10 000 mesures, c'est énorme, c'est colossal. Il y a des domaines de la mesure où c'est vraiment très simple à réaliser, notamment, enfin, pour un domaine que je connais bien, la spectrométrie gamma, où 10 000 mesures, ça peut se faire en quelques mesures. Hein. Je montrerai un petit exemple tout à l'heure. Voilà. Donc, on va mesurer 10 000 fois ce mesurand. C'est parti. Voilà, on voit les valeurs qui s'incrémentent. Voilà, j'ai 10 000 mesures. Hein. Voici donc la dispersion de mes mesures. Et maintenant, donc, je vais corriger du biais. Hein. Je sais que... alors, notez bien que c'est le système de mesure qui génère ce biais. Hein. Ce n'est pas du tout lié à l'étalon. Hein. C'est le système de mesure qui génère ce biais. D'accord ? Donc, je sais que systématiquement, mon système de mesure rajoute une valeur proche de 0,114. Hein, mais on ne le connaît pas exactement, mais on en a une bonne estimation. Et bien, donc, je vais enlever à chaque mesure, je vais enlever la valeur du biais estimé. Donc, ligne par ligne, je vais enlever l'estimation de ce biais. Voilà. Donc, voici mes mesures corrigées. Et maintenant, je vais donc faire la moyenne, hein, l'estimation de mon mesurant d'ici. À nouveau, c'est la moyenne des mesures. Bien entendu, les mesures corrigées. Hein, la correction de biais, on peut l'intégrer, on l'intègre dans l'algorithme de l'appareil. Et donc, je vais faire la moyenne. Notez bien, hein, la moyenne des mesures corrigées une par une. Voilà.
Ah, j'ai mis 2 fois la parenthèse. Voilà. J'obtiens 15,294. Notez bien, ma valeur est ici. Hein, elle est ici. Et je vais calculer son incertitude maintenant. Je vais calculer son incertitude. Donc c'est parti. Et son incertitude, je l'ai obtenue, son incertitude, je l'ai obtenue en faisant la moyenne des mesures moins le biais. Donc son incertitude, ça sera racine. Donc on retrouve la somme quadratique des incertitudes. Racine de, alors sous la racine, alors ça va être en fait, l'incertitude c'est sigma sur racine de n. Au carré sous la racine, c'est sigma carré que divise petit n, qui est ici, plus, et là il ne faut pas l'oublier, l'incertitude liée à l'estimation du biais. D'accord? Voilà. Au carré. Voilà. Et donc ça me donne une incertitude type qui est ici, incertitude type avec laquelle j'ai construit un intervalle de confiance élargi à k égale 2, hein, ce qui me dit que mon mesurand, selon toute vraisemblance, est compris entre ces deux valeurs-là. D'accord? Avec, vous avez ici la petite barre d'erreur sur mon estimation. Alors, quelque chose d'important. Si je ne corrigeais pas des mesures, alors je vais revenir à mes mesures brutes pour vous montrer deux choses. Hein. Tout d'abord, si je fais la moyenne des mesures brutes, la question est la suivante. Est-ce qu'il est équivalent de prendre la moyenne des mesures corrigées du biais les unes après les autres, ou de prendre la moyenne brute et je ne corrige qu'une seule fois du biais? Alors ça c'est important, hein, ça c'est important, parce que si ça marche, ça veut dire que l'incertitude associée au biais, je ne m'en débarrasse jamais, hein, je ne peux pas le réduire par le nombre de la mesure. D'accord? Alors, eh bien, on va faire ici cette opération-là. Hein, vous sentez bien la différence. Hein, je vais faire cette valeur-là, obtenue par la moyenne des mesures brutes, et je ne vais corriger, je dirais, qu'à la fin, en enlevant le biais estimé une seule fois. Et j'obtiens exactement la même valeur. Donc, vous voyez, quelque part, j'aurais pu ne pas corriger les mesures une par une et faire une seule opération de correction à la fin. D'accord? Alors, ici, j'obtiens une seconde question. Hein. Donc, c'est important ce que je viens de dire. Hein. Ça veut dire que cette correction de biais, je ne peux pas la réduire par le nombre de la mesure. Hein. C'est ce que j'appelle le sparadrap du capitaine Haddock. Hein. C'est puissant, le théorème central limite, mais ça ne s'applique pas à la correction de biais. Voilà. C'est pour ça que le biais étant lui-même, l'estimation de biais est elle-même entachée de l'incertitude de type B sur l'étalon. Voilà. Si vous avez un étalon avec une incertitude relative de 1%, vous ne pourrez jamais avoir une incertitude de mesure inférieure à 1%. Voilà. Même si vous faites 1 million de mesures, vous aurez toujours l'incertitude liée à la chaîne métrologique. Alors, j'aurais aimé qu'apparaisse ici. Alors, en conclusion, j'ai ici... Alors, attendez 30 secondes. Voilà, je reviens, j'avais fait une petite erreur de codage élémentaire. Hein, lorsque j'estime ma moyenne brute non corrigée, et si je ne fais pas de correction de biais, je peux obtenir une estimation non corrigée de mon mesurand, hein, avec ici un intervalle de confiance, voilà, qui est là encore très faible. Donc mon estimation non corrigée, elle est ici. Alors on pourrait dire, regardez la chose suivante, on le voit sur ce graphe ici, l'incertitude associée à la mesure corrigée est plus grande que l'incertitude sur la mesure non corrigée. D'accord? Donc la correction de biais
génère une incertitude supplémentaire qui est liée à l'incertitude de type B sur la correction de biais, qui provient elle-même des premières mesures, et notamment aussi, bien entendu, de l'incertitude de type B sur les talons. Alors, est-ce que ça vaut le coup de corriger? Eh bien, on va passer, on va se mettre en validation finale, et c'est un des intérêts des méthodes Monte-Carlo, c'est que vous pouvez simuler, vous pouvez refabriquer sur ordinateur, dans un code, un système de mesure aussi complexe soit-il. L'intérêt, c'est que c'est vous qui rentrez des valeurs vraies. Donc, vous connaissez la valeur vraie initiale, chose que vous n'aurez jamais sur une expérimentation réelle. Et donc, la validation finale, c'est d'afficher la valeur vraie, qui est ici, et la valeur vraie, elle est là. Voilà. Et là, vous voyez qu'effectivement, et c'est l'objectif de l'incertitude, ma valeur, la barre d'incertitude associée à l'estimation de la valeur corrigée intercepte bien la valeur vraie. Alors que sur la valeur non corrigée, j'ai un écart systématique, j'ai un biais puisque je n'ai pas corrigé. D'accord? Donc si je relance 10 000 mesures, hein, vous allez voir, ça va se confirmer. Alors c'est ce que j'appelle ici gagner, hein, c'est-à-dire que ça veut dire que ma valeur vraie est bien dans l'intervalle de confiance. Alors qu'ici, j'ai bien une estimation avec un intervalle de confiance, mais cet intervalle de confiance est totalement sous-estimé, il ne prend pas en compte le biais réel. D'accord? Donc là, c'est perdu. Hein. Alors par contre, si après tout ce travail d'étalonnage avec 10 000 mesures, j'utilisais mon process de mesure pour faire uniquement 50 valeurs, alors regardez ce que ça va donner. Voilà. Ben là, j'ai une incertitude de type A qui est beaucoup plus élevée parce que j'ai moins de mesures. Mes barres d'incertitude sont beaucoup plus grandes. Et dans ce cas-là, j'ai toujours un écart entre les deux qui est lié au biais réel qui existe. Hein, mais les barres d'incertitude, dans les deux cas, permettent d'intercepter la valeur vraie. Donc, votre estimation brute est quasiment aussi recevable que celle-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous ne faites que 50 mesures, ce n'est pas la peine, compte tenu de la dispersion de mesures, ce n'est pas la peine de corriger d'un biais aussi faible. Voilà ce que ça signifie. D'accord? Donc, c'est bien ce que je disais. Pour détecter le biais, il nous a fallu 10 000 mesures pour avoir une incertitude suffisamment faible pour considérer que le biais est détecté. D'accord? On décide, hein, ça correspond à ce qu'on appelle un seuil de décision, ou une valeur critique, ou une valeur de rejet. Je suis supérieur à une certaine valeur de rejet, et donc je considère que le biais est détecté. La valeur de rejet, c'est 2 fois l'incertitude sur l'estimation du biais. Hein. D'accord? Et donc ici, si derrière ma phase d'étalonnage, je réutilise uniquement 50 mesures, la correction de biais ne sert à rien. Hein, donc, par contre, si effectivement je fais 10 000 mesures, voilà, hein, à nouveau, je vois bien que ma correction du biais a du sens. D'accord? Voilà. Alors, pour terminer, un petit exemple avec la spectrométrie gamma. En spectrométrie gamma, on va mesurer la valeur de référence. Ici, j'ai pris le césium-137 à 661 keV, donc dernière donnée du LaraWeb, c'est la valeur de référence. Donc en spectrométrie gamma, je rappelle qu'on va mesurer des photons qui ont tous exactement la même énergie. Après que nous ayons une incertitude dessus, c'est un autre problème. Donc dernière valeur de référence, c'est 661,657 keV, plus ou moins 0,003 keV. D'accord ? Le 661 keV du césium-137, c'est sans aucun doute le gamma le plus mesuré au monde. Voilà. Et donc, on va mesurer ce gamma-là en spectrométrie gamma plusieurs fois. Alors, bien sûr, chaque fois, ce sont des photons différents, mais ils ont tous exactement les mêmes caractéristiques. Et si je mesure une seconde, par exemple, je lance mon acquisition, j'obtiens un pic ici. Alors, pour ceux qui connaissent le problème, je n'ai pas modélisé de bruit de fond, voilà, c'est un pic net, tout propre. Donc voilà ce que j'obtiens dans chaque canot. Donc mes canaux ont une certaine résolution, une certaine largeur, et puis je vais aller mesurer la surface de ce pic, donc c'est la somme du contenu de tous les canaux, ça veut dire que j'ai en réalité
mesurer 71, 71 photons identiques. Voilà, et à partir de cet histogramme, je peux calculer la dispersion de la mesure. Alors, la dispersion de la mesure, c'est la LTMH, la largeur totale à mi-hauteur, divisée par 2,33. D'accord? Voilà. Donc c'est 2,70 keV. La largeur des canaux, ce qu'on appelle aussi la pente, c'est 1,6 keV. Donc cette troncature, cette résolution génère là encore de l'incertitude. Et donc je peux calculer l'incertitude sur le centroïde. Donc le centroïde, c'est la moyenne des énergies de tous mes photons mesurés. D'accord? Voilà le centroïde. Et donc je calcule son incertitude associée en divisant par la racine carrée du nombre de mesures. Donc ce qu'on appelle la surface. D'accord? Donc vous sentez bien que l'incertitude sera d'autant plus faible que la surface de votre pic sera élevée. Voilà. Si maintenant je fais l'estimation de biais, c'est-à-dire la valeur de référence, pardon, la valeur de mon centroïde moins la valeur de référence, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Alors là, j'ai un écart détecté. Voilà, ce qui était logiquement, j'ai eu ça c'est en général ce niveau-là. Alors si je le détecte, c'est pas très significatif. La plupart du temps, je ne détecte pas. Voilà, je peux avoir statistiquement effectivement un biais un peu supérieur à deux fois l'incertitude, mais ça n'arrive pas. Donc ce que l'on voit, c'est que le biais est supérieur à deux fois l'incertitude. Voilà. Donc avec 50 mesures, je ne corrige pas. J'ai aussi bien ici un biais, Par contre, si je compte plus longtemps, si je compte 10 secondes, je vais augmenter ma surface, je vais baisser l'incertitude associée à l'estimation du centroïde par cette formule-là. D'accord? Et là, je vais obtenir une estimation de biais qui sera supérieure à deux fois l'incertitude. Et là, l'écart est détecté. Et là, cet écart détecté, il devient systématique. Voilà. Bon, par contre, on voit qu'il est relativement fluctuant. 0,6, 0,61, 0,45. Donc on peut affiner son estimation en comptant plus longtemps. Donc on va avoir des surfaces en moyenne 10 fois plus élevées ici. Chaque fois je multiplie par un facteur 10. Et là on voit que il est toujours détecté, mon biais. Et il est beaucoup moins fluctuant. Alors si vraiment je veux encore améliorer, je compte 1000 secondes. Alors là j'ai une surface de 6500 coups. En phase étalonnage c'est un petit peu court. On conseille toujours aux gens d'avoir en phase étalonnage des surfaces de l'ordre de 30 000 coups. Donc si on compte 1000 secondes, on est en phase étalonnage ici. Et bien voilà. Donc on peut avoir une estimation du biais vraiment très précise. Et donc si on répète la mesure, vous voyez que l'estimation ne varie quasiment plus. C'est 0,5. Voilà. Donc ici, l'estimation, elle peut varier. Ce serait bien, voilà, elle varie un petit peu encore, mais très peu. Donc là, on a une excellente estimation du biais. Donc un biais négatif, moins 0,49, plus ou moins 0,012. Voilà. Donc là, maintenant, on peut corriger du biais. Alors la correction du biais, elle porte sur l'instrument de mesure. Donc je vais ici rajouter ce biais. Je vais rajouter 0,49. Donc je vais modifier la valeur de mes canaux. Voilà. Et ayant fait ça, maintenant, j'ai un écart qui est non détecté. Donc juste pour... je reviens un petit peu en arrière. Si je ne corrige pas, voici la valeur que j'ai. Ici, mon centroïde, c'est 661,17. La valeur vraie attendue, c'est 661,657. Avec à ce niveau-là une incertitude quasi négligeable. D'accord ? Voilà, donc je ne suis pas bon. Par contre, si je corrige de mon biais, 0, on a dit 49, et voici l'estimation que j'obtiens. D'accord, 661,66. On peut guère demander mieux. Et là,
là maintenant, mon système étant corrigé du biais, si je recalcule le biais dans cet algorithme-là, mon biais est non détecté. Donc là, naturellement, j'ai enlevé cette valeur-là, mais si je recommence, si je recommence mon étape d'étalonnage, eh bien, mon écart est non détecté. Pour autant, notez bien que j'aurai toujours une incertitude non nulle sur mon centroïde, et ça c'est important. Rappelez-vous que suite à la correction de biais, l'incertitude sur ma mesure va un petit peu augmenter, et ça c'est lié initialement à l'incertitude sur l'étalon. C'est lié aussi, c'est lié, je vais revenir ici, en conclusion, lorsque l'incertitude sur la mesure corrigée, le modèle de la correction il est là. La valeur moyenne corrigée, c'est la moyenne brute moins le biais estimé. Donc l'incertitude sur la valeur corrigée, elle est ici. D'accord ? Voilà, ici on a l'incertitude sur la moyenne brute, plus l'incertitude liée à l'estimation du biais. Cette incertitude-là, c'est sigma carré, la dispersion de la mesure que divise la racine carrée du nombre de mesures, enfin bon, tout ça est levé au carré. L'incertitude l'incertitude sur le biais, c'est l'incertitude sur l'étalon et là encore l'incertitude liée à la dispersion de la mesure en phase étalonnage. Et donc on retrouve une somme quadratique de tout ça. Pour peu que le nombre de mesures soit égal au nombre de mesures réalisées en phase étalonnage, voilà l'incertitude finale sur la valeur corrigée. On a bien la dispersion de la mesure, que l'on peut piloter en augmentant le nombre de la mesure, mais on a ici ce terme incompressible, qui est lui lié à la valeur de votre étalon. D'accord ? Donc c'est là qu'on retrouve le concept du sparadrap du capitaine Haddock, ce qui permet de reboucler avec ce que je vous ai dit au tout début. Même si vous répétez la mesure et que la mesure ne varie pas, même si sigma est égal à 0, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes sur la valeur vraie, car il y a toujours un biais. Partez du principe que lorsque vous faites une mesure, vous aurez toujours un biais. Soit il est significatif et vous pourrez le réduire en phase étalonnage, soit s'il n'est pas significatif, vous pourrez éventuellement ne jamais le voir, mais il y a toujours un biais résiduel. Rappelez-vous qu'après correction de biais, je terminerai là-dessus, lorsque vous aurez corrigé vos mesures du biais estimé, eh bien, il vous restera un biais résiduel plus petit que votre sigma sur racine de n, en gros. D'accord ? Donc, vous aurez toujours un biais que vous ne voyez pas. Si vous voulez le voir, la seule solution, c'est d'augmenter le nombre de mesures. Mais à un moment, augmenter le nombre de mesures, si je reviens à nouveau, je vais revenir ici, sur l'incertitude sur l'incertitude associée au biais, ici, à un moment donné, même si en phase d'étalonnage, vous augmentez le nombre de mesures ici, à un moment donné, ça ne servira plus à rien, parce que vous saurez, si ça devient plus petit que l'incertitude sur la valeur, sur l'incertitude sur l'étalon, ça ne sert plus à rien d'augmenter le nombre de mesures. Voilà, c'est ce que j'appelle un mur incompressible. Vous finirez toujours par vous heurter sur l'incertitude de type B liée à votre étalon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la gestion du biais. Donc c'est assez délicat. Il y a un aspect détection du biais qui n'est pas négligeable, donc il faut faire attention à ça. On est vraiment au cœur de l'incertitude ici. Donc c'est vraiment une synthèse de tout ce que l'on a vu précédemment. Voilà, je vous remercie.